Mais il est certain que je me sens justifié lorsque j'emploie normalement le mot rouge, bien que je ne pense ce faisant à aucune définition. Voulez-vous dire que toutes les fois que vous employez normalement le mot rouge, vous avez un sentiment particulier que vous appelez un sentiment de justification? Je m'étonnerais que ce fût vrai, mais de toute façon, par justification, je n'entendais pas un sentiment. Mais je crois savoir ce qui fait qu'en disant par exemple ce livre est rouge, vous avez le sentiment d'être justifié dans votre usage du mot. Car vous pourriez demander, n'y a-t-il pas une différence évidente entre le cas dans lequel j'emploie un mot dans son acception, bien connue, comme quand je dis à quelqu'un le ciel est bleu, aujourd'hui, et le cas dans lequel je prononce n'importe quel mot arbitraire en pareille occasion, par exemple, le ciel est me. En ce sens, pourriez-vous dire de deux choses l'une, ou bien je sais que je ne fais que donner une signification au mot me, ou bien je dois avoir le sentiment qu'il n'existe aucune justification d'aucune sorte dans l'usage de ce mot. Lequel est n'importe quel mot, non le mot approprié. J'accorde tout à fait qu'il y a une différence entre les cas suivants, employer le nom d'une couleur, donner un nom nouveau à une couleur et utiliser un mot arbitraire à la place du nom d'une couleur. Mais cela ne veut pas dire qu'il est correct d'affirmer que j'ai un sentiment d'adéquation dans le premier cas, qui ferait défaut dans le troisième. Mais rouge, d'une certaine manière, nous semble convenir à cette couleur. Il est certain qu'en certaines occasions, nous pouvons être enclins à parler ainsi. Mais il serait erroné de prétendre pour autant que nous avions un sentiment de convenance lorsque nous disions banalement d'une chose qu'elle était rouge. Mais voulez-vous dire que quelqu'un ne pourrait jouer aux échecs avec lui-même et sans personne d'autre qui le fait? Que diriez-vous qu'il devrait faire pour jouer à un jeu d'échecs privé? N'importe quoi. Vous diriez, je suppose, par exemple, qu'il imagine un échiquier avec des pièces, qu'il imagine certains mouvements, etc. Et si l'on vous demandait ce que veut dire imaginer un échiquier, vous l'expliqueriez en montrant un échiquier réel, ou à tout le moins une image de celui-ci. Et il en irait de même si l'on vous demandait ce que veut dire imaginer le roi du jeu d'échecs, imaginer un pion, le mouvement du cavalier, etc. Peut-être auriez-vous dit, il doit traverser certains, mais quelle expérience privée y a-t-il ici? Et y en a-t-il aucune qui aurait quelque chose à faire ici? Par exemple, l'excitation? Non, l'expérience privée dont je parle doit avoir la multiple articulation du jeu d'échecs. Et encore, reconnaît-il que deux expériences privées sont différentes grâce à une expérience privée ultérieure? Et reconnaît-il que cette dernière demeure la même dans des cas différents? Expérience privée fictionnée? Ne devons-nous pas dire en ce cas que nous ne pouvons rien dire du tout quant à des expériences privées et qu'en fait nous n'avons pas le moindre droit d'employer le mot expérience? Ce qui nous fait croire que nous l'avons, c'est qu'en réalité nous pensons aux cas dans lesquels nous pouvons décrire les expériences privées de quelqu'un en décrivant les différentes façons dont on joue aux échecs en imagination. Que se passe-t-il donc lorsque dans un cas je dis « je vois du rouge, j'ai mal aux dents » et que je le pense et que je ne mens pas? Et que se passe-t-il dans l'autre cas où je prononce ces mots tout en sachant qu'ils ne sont pas vrais, ou lorsque je les prononce sans savoir ce qu'ils veulent dire, etc. Les critères de la vérité de mon affirmation sont stipulés dans une langue, dans des règles, dans des chartes, etc. Mais comment puis-je savoir la façon d'appliquer ces critères dans un cas particulier? Car dans la mesure même où ils sont stipulés dans la langue commune, ils rejoignent les autres règles de la langue commune, c'est-à-dire qu'ils ne m'aident en rien dans mon cas particulier. Y a-t-il quelque chose qui justifierait ce que je fais dans mon cas particulier simplement par ce qui constitue alors le cas et non pas une règle? Puis-je dire que je suis justifié présentement dans mon usage de telle phrase simplement par ce qui est présentement le cas? Non. Et il m'est d'aucune aide de dire je suis justifié quand je me sens justifié. Car pour ce qui est de se sentir justifié, on peut dire la même chose que pour ce qui est de sentir le mal de dents. Mais montrer qu'on a mal de dents ne peut être jamais un mensonge. Il faut admettre une expression qui n'est pas un mensonge. Lorsque je dis que le gémissement est l'expression du mal de dents, alors la possibilité que dans certaines circonstances l'expression existe sans qu'elle recouvre aucun mal effectivement ressenti ne doit pas intervenir dans mon jeu. C'est un non-sens de dire il est toujours possible que l'expression soit mensongère. Les jeux de langage qui comportent l'expression de ce que l'on sent sont fondés sur des jeux formés d'expressions dont on ne dit pas qu'elles peuvent être mensongères. Mais m'a-t-on appris, lorsque j'étais petit enfant, que mal de dents voulait dire la façon dont j'exprime le mal de dents? Ce qu'on m'a appris, c'est qu'un certain comportement s'appelait expression du mal de dents. Mais il existe certainement un cas dans lequel c'est à juste titre que je dis je vois du rouge ou je ne mens pas, et un cas où je parle ainsi sans avoir le droit. Bien entendu, je puis être justifié par la définition ostensive
ou bien en demandant aux autres, eh bien, ceci n'est-il pas rouge? Et qu'ils me répondent que oui. Mais ce n'est pas là ce que vous entendiez par justification. Vous pensiez à ce qui me justifie de manière privée, indépendamment de ce que peuvent dire les autres. Si sans raison je dis « je vois du rouge », comment puis-je distinguer entre ce qui serait là un dire vrai et un dire mensonger? Il est important ici que j'écarte le cas où je dirais une contre-vérité par erreur. Nous n'avons pas ici la possibilité de comparer la proposition et la réalité, pas de confrontation. Imaginez un Robinson Crusoe qui mentirait à soi-même. Pourquoi est-ce difficile à imaginer? Mais pourrait-on appeler mentir à soi-même le fait, par exemple, d'avancer sa montre pour se lever plus tôt? Falsifier un compte, j'additionne les chiffres, j'arrive à 273 shillings, j'efface ensuite le 3 et le remplace par un 5. Lorsque dans ce débat nous parlons de mensonge, cela devrait toujours signifier mensonge subjectif, et qui plus est mensonge subjectif qui s'adresse à quelqu'un d'autre et non à soi-même. On pourrait imaginer quelqu'un qui mentirait sans cesse subjectivement, mais pas objectivement. Il ne cesse de mentir en appelant vert le rouge et rouge le vert, mais de fait, ce qu'il dit s'accorde avec l'usage des autres, et ainsi son mensonge n'est jamais relevé. Celui-là ment qui dit « je vois du rouge » alors qu'il voit la couleur que lui-même aurait désignée par le mot vert. Cela signifie pourtant bien qu'il aurait désigné ainsi en vérité, ou bien pouvons-nous dire qu'il aurait désigné ainsi pour lui-même. De là l'idée que l'on peut mentir en disant quelque chose à voix haute et autre chose à voix basse, le mensonge étant ici ce que l'on dit à voix haute. Que peut-on donc vouloir dire? Désigner en vérité une impression de couleur comme rouge? Le mot convient-il donc mieux à une impression qu'à une autre? On pourrait encore dire ici, il ne faudrait nullement parler de vérité subjective de la proposition. C'est seulement objectivement que l'on doit juger de la vérité de la proposition « j'ai mal aux dents ». Le mot mentir nous a été appris d'une manière particulière, dans laquelle il était lié à un certain comportement, à l'emploi de certaines expressions dans certaines circonstances. Puis nous en usons en disant que nous avons menti, alors que notre comportement n'était pas semblable à celui qui fixa pour la première fois la signification de ce mot. Les expressions peuvent toujours être mensongères. Comment pouvons-nous dire cela des expressions auxquelles nous lions ces mots? Supposez qu'un enfant ait appris le mot mal de dents comme un équivalent des gémissements qu'il poussait et qu'il ait remarqué que toutes les fois qu'il prononçait le mot ou qu'il gémissait, les grandes personnes le traitaient particulièrement bien. Cet enfant, par la suite, use du gémissement ou du mot mal de dents comme d'un moyen pour obtenir ce qu'il veut. Est-ce qu'il ment? Vous dites, il est certain que je puis gémir ayant mal aux dents et que je puis gémir sans avoir mal aux dents. Pourquoi n'en irait-il pas ainsi pour l'enfant? Il est vrai que je ne fais que voir et entendre le comportement de l'enfant, qu'à l'inverse, je sais par mon expérience propre ce qu'est le mal de dents. Je le sais indépendamment du comportement et que je suis conduit à croire que les autres parfois ressentent les mêmes mots que moi. Le premier énoncé est déjà fourvoyant. La question n'est pas de savoir si je puis gémir avec ou sans mal de dents. La question est que je distingue gémir en ayant mal aux dents et gémir sans avoir mal aux dents. Et que nous pouvons alors poursuivre en disant que bien évidemment nous faisons la même distinction dans le cas de l'enfant. Et de fait, nous ne la faisons pas. Nous apprenons à l'enfant à employer l'expression « j'ai mal aux dents » au lieu et place de ses gémissements. Et c'est également de cette manière que l'on m'a appris à l'employer. Comment sais-je que j'ai appris que le mot mal de dents signifie ce que les autres voulaient me voir exprimer? Je devrais dire que je crois que je l'ai appris. Reste qu'on peut gémir parce qu'on a mal, ou bien par exemple parce qu'on joue la comédie. Comment sais-je que l'enfant, petit comme il est, ne se comporte pas déjà comme un acteur, et qu'en dans ce cas je lui apprends à viser par mal de dents quelque chose que je n'avais pas l'intention de lui faire viser? J'ai appris à l'enfant l'usage de l'expression « j'ai mal aux dents en certaines circonstances » et désormais, il emploie ces mots dans les mêmes circonstances. Mais quelles sont ces circonstances, dirais-je? Ce sont les circonstances dans lesquelles il gémissait. Quelles sont-elles? Mais maintenant, j'apprends aussi à l'enfant à gémir en jouant la comédie, ce qui revient à dire que je lui apprends à employer cette expression dans un jeu différent. Je lui apprends également à lire à haute voix dans un livre la phrase « j'ai mal aux dents » alors qu'il n'a pas mal aux dents. Je pourrais même lui apprendre à mentir en tant que jeu de langage distinct des autres. Du fait, nous jouons souvent ce genre de jeu avec les enfants. Mais ce que vous dites ne revient-il pas à considérer que ce que les gens éprouvent n'a aucune importance, aussi longtemps du moins qu'ils se comportent d'une manière bien définie? Entendez-vous dire que vous pouvez définir la douleur en termes de comportement? Mais est-ce là ce que nous faisons lorsque nous apprenons à l'enfant à employer l'expression « j'ai mal aux dents »
Ai-je donné une définition? Le mal de dents est tel ou tel comportement. Manifestement, voilà qui contredit totalement l'usage normal du mot. Mais ne pouvez-vous pas, de notre côté, donner au moins pour vous-même une définition ostensive de l'expression mal de dents, en montrant par exemple l'emplacement de votre douleur et en disant voici, ne puis-je donner un nom à la douleur que je ressens? Quelle étrange idée que de donner un nom à la douleur de quelqu'un. Qu'a-t-elle à faire d'un nom? Et qu'ai-je à en faire moi-même? Qu'ai-je à faire du nom d'une personne que j'appelle par son nom? Quel rapport le nom est-il supposé avoir à la douleur? Le seul rapport qu'on aperçoit jusqu'ici est que vous aviez mal aux dents, que vous avez montré votre joue et que vous avez proféré le mot me et après. Souvenez-vous de ce que nous disions de la définition ostensive privée. Mais n'êtes-vous pas en train de négliger quelque chose? L'expérience ou quelque nom que vous puissiez lui donner? Presque le monde derrière les simples mots. Ici cependant le solipsisme nous apprend quelque chose. Il est cette pensée qui est en voie de détruire une telle erreur, car si le monde est une idée, il n'est l'idée de personne, mais c'est ce que le solipsisme ne va pas jusqu'à dire, il tourne court, il dit que le monde est mon idée. Mais alors, comment pourrais-je dire ce qu'est le monde si le royaume des idées n'a pas de voisin? Ce que je fais revient à définir le mot monde. Je néglige ce qui va sans dire. Ce qui est vu, c'est moi qui le vois, montrant mon corps. En disant cela, j'indique mon œil géométrique, ou encore les yeux fermés, j'indique ma poitrine et je la touche. En aucun cas, je n'établis un rapport entre ce qui est vu et une personne. Revenons sur la négligence. Il semble que je néglige la vie. Non pas la vie physiologiquement comprise, mais la vie comme conscience. Et la conscience elle-même comprise non pas physiologiquement ou du dehors, mais la conscience comme l'essence même de l'expérience, l'apparaître du monde, le monde. Ne pourrais-je pas dire, s'il fallait que j'ajoutasse le monde à mon langage, il faudrait qu'il existât un seul signe pour le tout du langage, lequel signe pourrait en conséquence être laissé de côté. Comment vais-je décrire la manière dont l'enfant apprend le mot mal de dents? Serait-ce de la façon suivante? Il arrive que l'enfant ait mal aux dents, gémisse, se tienne la joue, et que les grandes personnes disent alors. Ou bien ainsi, il arrive que l'enfant gémisse et se tienne la joue, et que les grandes personnes alors. La première description dit-elle quelque chose de superflu ou d'erroné, ou la seconde laisse-t-elle de côté quelque chose d'essentiel? Les deux descriptions sont correctes. On dirait bien pourtant que vous négligez quelque chose. Mais que puis-je faire de plus que de distinguer le cas où je dis j'ai mal aux dents et où j'ai réellement mal aux dents, et celui où je prononce ces mots sans avoir réellement mal aux dents? Je suis même prêt à parler de n'importe quel X derrière mes mots, pourvu qu'il conserve son identité. Les reproches que vous m'adressez, n'est-ce pas comme si vous disiez dans votre langage, vous ne faites que parler? Mais pourquoi n'aurais-je pas le droit de dire j'ai mal à sa dent? J'exigerai que cette dent soit arrachée. Si elle est, qui donc est supposé pousser des cris? Mais que veut dire distribuer l'expérience primaire sur tous les sujets? Imaginez que tous aient réellement mal aux dents, dans leurs dents, de ce même mal dont vous seuls souffrez. Ceux que je décris ainsi, ce sont certains faits, non pas des faits métaphysiques, mais des faits relatifs à la coïncidence de certaines expériences. Il s'est cogné et il crie, je me dis, pas étonnant, ça fait vraiment mal. Et pourquoi ne me dirais-je pas à moi-même, il est étrange qu'il crie, car moi, bien entendu, je ressens la douleur, mais lui. Il semble qu'il existe un phénomène auquel, en général, je fais référence comme à mon mal de dents, phénomène qui, l'expérience me l'enseigne, est toujours relié à une personne particulière. Non pas je, mais L.W., Ludwig Wittgenstein. J'imagine maintenant les faits autres qui ne sont, et je rattache ce phénomène à toutes sortes de personnes, de façon à supprimer toute tentation d'appeler ce phénomène mon mal de dents. Je vois telle ou telle chose, ne veut pas dire telle ou telle personne, par exemple L.W., Ludwig Wittgenstein, voit telle ou telle chose. Un jeu de langage dans lequel tout un chacun exprime ce qu'il voit, mais ne dit pas « je vois », qui donc pourrait dire que ce que j'exprime est incomplet parce que j'ai omis de mentionner la personne. Un jeu de langage dans lequel tout un chacun, y compris moi, exprime ce que je vois sans faire mention de moi. Les autres savent toujours ce que je vois. S'ils paraissent ne pas le savoir, je comprends de travers ce qu'ils disent. Je suis tenté de dire il semble que ce soit tout au moins un fait d'expérience qu'à la source du champ visuel se trouve au premier rang un petit homme en pantalon de flanelle grise, en l'occurrence Ludwig Wittgenstein. À quoi l'on pourrait répondre il est vrai que vous portez souvent des pantalons de flanelle grise et que vous les regardez souvent. Je suis pourtant dans une position privilégiée, je suis le centre du monde. Imaginons que je me vois dans un miroir en train de dire cela, en me montrant du doigt.
Serait-ce encore exact? Quand je dis que je joue un rôle unique, ce que je vise est en réalité l'œil géométrique. D'un autre côté, si je décris l'apparence visuelle de mon corps dans l'horizon de l'œil géométrique, cette supposition est de même niveau que l'assertion selon laquelle, au milieu du champ visuel, se trouve en général une table brune, et sur ses bords un mur blanc, étant donné que le plus souvent je suis assis dans ma chambre. Supposez maintenant que j'ai décrit ce qui précède sous la forme suivante. Le monde visuel est en général comme ceci, suit la description. Cela serait-il faux? Pourquoi devrait-ce être faux? Mais la question est de savoir quel jeu j'ai l'intention de jouer avec cette phrase. Par exemple, qui est autorisé à la prononcer et de quelle façon ceux à qui elle s'adresse vont-ils réagir? J'aimerais dire que c'est moi qui la prononce, non pas LW, mais la personne qui est à la source du champ visuel. Mais il semble que je ne sois pas capable d'expliquer cela à quiconque. Étrange état de choses. Le jeu joué ici pourrait être celui qu'on joue généralement avec « je vois ceci ou cela ». Qu'en est-il si je vois devant moi un tableau de la chambre en même temps que je vois la chambre? Est-ce là un jeu de langage? N'y a-t-il pas quelque chose que je ne puis dire à personne, non seulement à personne d'autre, mais pas davantage à moi-même? À quel critère reconnaît-on que je me le dis à moi-même? Je désire dire le monde visuel est comme ceci, mais pourquoi dire quoi que ce soit? Mais le point important est que je n'établis pas de rapport entre une personne et ce qui est vu. Tout ce que je fais est simplement de montrer tour à tour ce qui me fait face et moi-même. Mais ce que je vois actuellement, cette vue de ma chambre, joue un rôle unique. C'est elle, le monde visuel. Le solipsiste bat des ailes, il bat des ailes dans la cloche à mouche, il se heurte aux parois, il bat des ailes de nouveau. Comment faire pour le calmer? Mais la véritable question ici est pour moi la suivante. Comment suis-je défini? Qui occupe la position privilégiée? Moi. Mais puis-je lever la main pour indiquer qui c'est? À supposer que je change sans cesse, et ce qui m'entoure aussi, reste-t-il encore quelque continuité? Je veux dire, est-ce que cela continue à être moi et mon environnement qui changeons? N'est-ce pas la même chose que de croire que lorsque les choses dans l'espace ont entièrement changé, il reste encore une chose qui demeure identique, à savoir l'espace? Confusion de l'espace et du lieu.